Bonjour à toutes et à tous. Au cours de mes recherches à la maîtrise et au doctorat, j'ai étudié la contribution de galeries puis de centres d'art qui avaient été fondés puis dirigés par des femmes dans les années 1940 et 1950. Je me suis appliquée à démontrer le caractère novateur, créatif et fondateur de leur initiative, et ce durant une période où le soutien gouvernemental envers les arts était bien peu développé. Au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter brièvement 4 de ces femmes qui, grâce à leurs actions et initiatives, ont participé au développement des arts visuels en palliant en quelque sorte le manque d'implication de l'État dans le domaine des arts et de la culture, soit avant la création du ministère des Affaires culturelles du Québec en 1961. Durant les années 1940 puis 1950, l'implication de l'État québécois dans les arts est quand même constante, mais elle se résume principalement au financement des écoles d'art puis au concours artistique de la province. Il n'y a donc aucune politique culturelle ou programme de subvention qui est dédié aux organismes de diffusion des arts visuels. Souvenons-nous aussi qu'avant 1964, au Québec, avec la loi 16, les femmes mariées possédaient approximativement les mêmes droits que les personnes mineures, puis si elles voulaient exercer une profession ou contracter, elles étaient dans l'obligation d'obtenir le consentement légal de leur mari. Cette autorisation légale du mari pouvait être ensuite retirée à tout moment, puis ainsi empêcher l'épouse de continuer à occuper son emploi. On peut donc comprendre que faire carrière puis diriger une entreprise dans le secteur artistique, mais aussi dans tout autre secteur, c'était pour une femme au Québec durant cette période-là quand même plus compliqué et moins bien vu socialement que pour un homme. Néanmoins, il y a plusieurs femmes qui se sont lancées dans la fondation puis la direction de galeries ou de centres d'art. Le milieu culturel, ça a été un des premiers secteurs où il était dorénavant devenu acceptable pour les femmes d'occuper un poste de gestion ou de direction, parce qu'on accordait traditionnellement aux femmes un rôle de transmission puis de mise en valeur de la culture nationale, puis aussi celui d'embellissement du foyer au sein de la sphère domestique, par exemple. Dans cet esprit-là, on a, dans la presse écrite, souvent justifié l'activité de ces femmes en la présentant comme l'application des rôles traditionnels féminins ou de traits de caractère considérés féminins. L'exemple le plus direct que j'ai à vous montrer se trouve dans un article qui a été publié dans le journal Le Temps, au sujet de la galeriste de Québec Renée Lecière, alors qu'elle était présentée, et je cite, en tant que femme consciente de son rôle féminin, qui est de s'intéresser au beau et de le diffuser. Fin de la citation. Certains articles reconnaissent également le rôle de pionnier de ces femmes dans le paysage culturel. Un auteur va même jusqu'à attribuer à Agnès Lefort, dont il va être question dans quelques minutes, le statut de révolutionnaire. Néanmoins, la plupart des auteurs vont quand même inscrire les innovations et les choix de ces femmes-là dans une filiation des rôles traditionnels féminins en effaçant le caractère novateur. La première de ces figures dont je vais vous parler, c'est Rose Millman, qui a été la première femme à fonder une galerie d'art au Québec. Elle fonde d'abord la Dominion Gallery of Fine Art à Montréal en 1941, puis la West End Art Gallery en 1949, encore à Montréal. De classe sociale aisée, avant de fonder sa première galerie, Millman collectionnait l'art canadien alors actuel, puis était membre de la Art Association of Montreal, en plus d'être une des membres fondatrices du Jewish Hospital de Montréal. En 1941, elle fonde une première galerie pour accueillir sa collection personnelle qui était composée de multiples lots de tableaux qui avaient appartenu à la Art Association de Montréal, qui est aujourd'hui le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Son intérêt pour l'art canadien à l'heure actuelle, il était aussi perceptible à travers l'important réseau de connaissances qu'elle entretenait, en incluant des artistes comme Lawrence Harris, qui l'aurait sensibilisé à la production d'Émilie Carr, ou l'historien de l'art Maurice Gagnon, qui l'aurait amené à exposer plusieurs jeunes artistes contemporains. Elle accueille sur les 6 mètres de sa galerie plusieurs expositions de peintres québécois modernes, notamment la première expo en solo en lieu commercial de Paul-Émile Bordua en 1943, où vont être présentées ses premières œuvres automatistes abstraites. Millman présente aussi plusieurs expositions de la Société des artistes contemporains de Montréal, ainsi que la première exposition d'Émilie Carr à obtenir un véritable succès commercial de son vivant. Après avoir vendu ses parts de la galerie en 1947, elle va ouvrir la West End Art Gallery en 1949, galerie qu'elle va encore principalement consacrer à la promotion de l'art canadien. Bien qu'elle n'exposera plus autant les esthétiques modernes puis non figuratives, son audace va être quand même perceptible autrement. En effet, ces expositions temporaires vont presque exclusivement être consacrées à la production d'artistes canadiens à l'heure actuelle, qui étaient femmes ou d'origine juive, ce qui est quand même un choix peu commun pour l'époque. Elle a entre autres organisé en 1949 une exposition intitulée Canadian Women Painters,
qui a bénéficié d'une grande couverture critique dans la presse, puis qui regrouperait le travail de 22 femmes artistes. Dans la foulée de l'exposition Femina, il s'agirait d'une des premières expositions collectives consacrées aux femmes artistes au Québec. Pour sa part, Pauline Rochon va fonder le premier centre d'art au Québec en 1949, et ce, à Sainte-Adèle, un petit village touristique des Laurentides. Avant de poursuivre, je veux juste prendre quelques secondes pour présenter c'était quoi un centre d'art durant ces années-là. C'était des organismes principalement fondés en région, loin des pôles artistiques, qui favorisaient l'accessibilité à l'art et à la culture, en organisant une programmation de divertissement culturel destinée aux populations locales et aussi touristiques. C'était des nouveaux lieux qui amélioraient les possibilités de diffusion des œuvres produites par des artistes professionnels de la province, que ce soit des expositions ou des pièces de théâtre, par exemple. En plus d'offrir des activités de formation et de sensibilisation pour les publics. En plus de favoriser l'accessibilité à l'art et à la culture, l'autre secteur principal d'activité des centres d'art, c'était l'encouragement des pratiques créatives amateurs en offrant des cours à des publics enfants puis adultes dans une pluralité de disciplines. Tant dans les pratiques créatives qui encourageaient que dans les productions qui diffusaient, les centres d'art promouvaient une vision multidisciplinaire et inclusive des arts. Pauline Rochon est donc la première à implanter un organisme de la sorte au Québec. Il s'agit du Centre d'art de Sainte-Adèle qu'elle fonde en 1949 avec l'assistance d'Agnès Lefort qui va l'aider à établir la programmation des activités, puis aussi à recruter le corps professoral. Sainte-Adèle, c'est alors un lieu de villégiature touristique qui est réputé pour ses paysages, puis aussi pour son offre d'activités sportives. Pour mettre en marche ce projet-là, qui était très ambitieux, à défaut de pouvoir bénéficier d'un soutien de la part de l'État, Rochon va réussir à mobiliser un nombre de personnes puis de ressources importantes à travers le village, que ce soit des élus ou même la Chambre de commerce régionale, par exemple. La principale particularité de ce centre-là, c'est la variété et la richesse des cours qui étaient offerts durant la période estivale, tant au public adulte qu'enfant. Tous les cours étaient offerts par des artistes professionnels, soit reconnus ou de la relève, puis le centre d'art bénéficiait aussi d'un équipement spécialisé qui était vraiment très impressionnant, comme des fours à poterie, puis une dizaine de métiers à tisser en haute lisse, par exemple, dont on en voit un en photo en bas à droite. Dès 1950, Pauline Rochon va s'appliquer d'ailleurs à promouvoir le tissage d'art à Sainte-Adèle, puis de manière générale à participer à faire reconnaître la tapisserie comme art. Elle fait construire pour le centre d'art plusieurs métiers à tisser, puis elle va organiser aussi des cours de tapisserie d'art qui allaient être donnés par des artistes lissières professionnels, souvent formés à l'étranger. Puis elle va même réussir aussi à faire financer l'octroi de bourses de formation à des résidentes de la région. De 1949 jusqu'en 1954, Agnès Lefort va prendre en charge les cours de peinture au Centre d'art, en plus d'y tenir des causeries hebdomadaires sur l'art moderne. C'est aussi la troisième figure dont je vais vous parler, puisque dès 1950, Agnès Lefort va fonder à Montréal une galerie éponyme qu'elle va diriger jusqu'en 1961. Avant de se consacrer exclusivement à l'activité de galeriste, Lefort était une artiste professionnelle reconnue. Elle enseigne l'art à son atelier puis à une école privée pour jeunes filles, avant d'être appelée à enseigner aussi au Centre d'art de Sainte-Adèle. Elle s'implique aussi activement dans le milieu culturel en étant une des membres fondatrices de la Fédération des artistes canadiens. Ses œuvres sont d'ailleurs montrées en 1947 lors de l'exposition Femina dont il a été question dans la présentation précédente. Plusieurs ouvrages d'histoire de l'art identifient la galerie Agnès Lefort comme la première galerie d'avant-garde au Québec, puis peut-être même au Canada. À cette époque, la norme dans les autres galeries était de diffuser l'art européen, parfois moderne, ou quelquefois l'art canadien, mais de facture davantage classique. Au cours des années 50, Lefort va organiser près d'une centaine d'expositions temporaires, puis le trois quarts de ces expositions individuelles présentées étaient consacrées à des artistes modernes qui étaient originaires ou qui résidaient au Québec. Elle a aussi offert à plusieurs jeunes artistes québécoises et québécois modernes leur première expo en galerie d'art. Puis, bien qu'elle va principalement exposer des peintures et des sculptures, elle va accorder une place importante à la sérigraphie, au dessin, aux estampes, à la céramique, puis aussi à la tapisserie. Au fil des ans, la proportion des œuvres non figuratives présentées à la galerie Agnès Lefort va en augmentant. En 1954, la galerie Agnès Lefort accueille d'ailleurs une exposition de Paul-Émile Borduas qui, selon le critique d'art Rodolphe de Repentigny, a valeur de symbole parce qu'elle aurait marqué d'une façon définitive, selon lui, l'acceptation publique de la peinture non figurative. Lefort n'est pas la seule artiste professionnelle qui va s'orienter vers la création et la gestion d'un organisme culturel durant cette période-là.
La sculpteure Suzanne Guité, d'origine gaspésienne, va fonder, elle, en 1956, le Centre d'art de Percé qu'elle va diriger jusqu'à son décès en 1981. Dans une immense grange, elle va mettre sur pied, avec le soutien de son époux, le peintre Alberto Tommi, ce centre d'art dans l'objectif d'enseigner les arts aux enfants de la région puis aux touristes, mais aussi de développer un artisanat local. Ils vont rénover l'endroit pour y aménager des ateliers, une galerie d'exposition, une boutique, une bibliothèque, puis aussi un théâtre complètement équipé qui pouvait accueillir plus d'une centaine de personnes. Cette formule-là du centre d'art actif durant seulement la saison estivale va d'ailleurs permettre à Guité de pouvoir se consacrer durant le reste de l'année à sa propre production artistique. En 1959 puis en 1960, il y a l'artiste Françoise Bugeaud, qui est alors nouvellement diplômée de l'Institut des arts graphiques, qui va être invitée par Suzanne Guité à donner pendant l'été des cours de gravure aux enfants du Centre d'art de Percé. Vous pouvez d'ailleurs voir en bas à gauche une photo qui a été prise durant un de ses ateliers. Bugeaud a donc demandé aux jeunes élèves d'illustrer des contes qu'elle avait inventés, puis elle a fait publier les résultats aux éditions d'art Gobelin pour l'Île endormie en 1959, puis aux éditions Sentinelle pour La Lune au village en 1960. Les ouvrages, mais surtout les gravures qui ont été reproduites, vont recevoir des critiques élogieuses dans la presse écrite généraliste, mais aussi dans la presse artistique spécialisée. En 1960, le lancement de la publication La Lune au village a d'ailleurs lieu à la Galerie La Huchette de Québec, puis les gravures vont aussi faire l'objet d'une exposition à la Galerie Libre à Montréal. Cette expérience-là présente bien le dialogue dynamique puis enrichissant que les centres d'art ont permis de créer entre les milieux d'art professionnels puis amateurs. Donc, bien qu'on ait pu représenter dans la presse écrite l'activité de ces femmes-là en tant que continuité des rôles traditionnels féminins, en minimisant le caractère novateur de leur direction artistique, j'espère qu'on va pouvoir plutôt en retenir qu'elles ont joué un véritable rôle de pionnière dans le développement des arts visuels au Québec, notamment en exposant les pratiques artistiques modernes québécoises, mais aussi en participant à la décentralisation de l'activité culturelle et, de manière plus générale, à l'élargissement des notions d'art et de culture. Merci.